Corinne Hubert-Sainteau, merci d'être auprès de nous. Donc, vous êtes directrice de la valorisation de la recherche au CEA et vous venez d'intervenir à ces premières assises de l'innovation que nous avons organisées dans la table ronde relative à la cohérence de l'action publique et de l'initiative privée. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur le sujet, vaste sujet, c'est énorme ça, la valorisation de la recherche du CEA? C'est un gros enjeu effectivement, puisque l'objectif du CEA, une des missions principales du CEA, c'est la création de valeur au soutien de l'industrie et notamment de la compétitivité des entreprises françaises. Donc, la direction de la valorisation accompagne ce transfert technologique, va permettre l'optimisation de l'exploitation des résultats et des connaissances qui sont développés au CEA par nos partenaires industriels. Est-ce que vous avez vu une évolution depuis l'évolution justement de la législation sur le sujet? Alors, une évolution qui s'est traduite notamment dans le décret constitutif du CEA, puisqu'il a renforcé cette mission qui était de soutenir la compétitivité des entreprises via la valorisation, et également donc, un axe de plus en plus prégnant pour les chercheurs de participer à cette valorisation, de protéger leur recherche et dans une perspective d'exploitation. Est-ce que vous pratiquez aussi une assistance aux entreprises innovantes pour valoriser leur recherche, pour la protéger? Vous feriez ça ou c'est pas possible? Alors, on fait ça de manière indirecte, je dirais, puisque les entreprises qui viennent nous voir ont des objectifs de développement de R&D. Et donc on participe aussi via les études marketing que l'on peut mener à préciser les marchés qui peuvent être adressés. Donc là aussi, à participer à cette innovation. Et également, également par la création d'entreprises. Oui, vous accordez des licences sur vos brevets. Vous ne les cédez pas, a priori? Non, on n'a pas une logique de cession. Et est-ce que vous faites de l'exclusivité ou est-ce qu'il y a c'est une licence qui reste ouverte généralement? Non, on pratique l'exclusivité puisque, encore une fois, ce qui nous guide, c'est d'assurer l'aspect concurrentiel des résultats qui peuvent être générés pour les entreprises. Donc, leur assurer cette compétitivité. Et cette compétitivité, elle passe par une exploitation dite privilégiée, donc exclusive, mais ce n'est pas une exclusivité tous azimuts, compte tenu de notre mission aussi, qui est une diffusion large de nos technologies. Et donc c'est une exclusivité qui est limitée à un domaine donné, au regard du produit ou du service qui est assuré par l'industriel, et également au domaine d'application de ce service ou de ce produit. Donc c'est un couplage produit, domaine d'application qui va déterminer la nature la portée de l'exclusivité. Quelques-uns, j'en fais partie, parlent du Palo Alto Research Center pour comparer. Est-ce que c'est une comparaison qui est pertinente ou est-ce que vous êtes décalé par rapport à l'action du parc à l'époque? Non, c'est une comparaison qui est tout à fait pertinente, effectivement, puisque ce parc avait pour objectif de rassembler des chercheurs de haut niveau, de les associer à tout un écosystème d'industriels. Et c'est également dans cette logique-là que l'on s'inscrit, en développant de plus en plus à la fois des laboratoires communs, donc avec une mixité d'équipes, industriels et chercheurs du CEA, et également fédérer autour de plateformes différents industriels autour d'une thématique donnée. Donc on s'inscrit complètement dans cette perspective du parc. Alors donc, vous le savez, c'était les premières assises de l'innovation. Le collectif Innovation poursuit, c'est un think tank, il poursuit son action. Est-ce que vous avez des idées pour des choses que vous voudriez voir traitées pour les deuxièmes assises?
Alors le sujet qui aujourd'hui nous intéresse plus particulièrement, c'est le sujet des startups. Donc c'est vrai que c'est un domaine que j'aimerais bien que l'on partage, enfin en tout cas différentes actions qui ont pu être entreprises et notamment porter l'accent sur un soutien plus prégnant et aussi une application un peu plus importante des grands groupes au soutien de ces startups. Donc ça, c'est une question que j'aimerais bien que l'on évoque. Et puis aussi le fait de renforcer le financement de la recherche, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a une multiplication des labels, ça reste un domaine qui doit être beaucoup plus soutenu qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est un axe aussi que je souhaiterais que l'on adresse autour de programmes structurants. Enfin vraiment, à la fois souligner cette importance de financement et puis notamment dans tout ce qui est phase d'industrialisation, tout ce qui est TRL 4 à 7. Donc on a un besoin qui est aujourd'hui très prégnant et qui est trop faible côté soutien à la recherche en termes de financement. Et l'autre axe qui me semble important, c'est de se fédérer davantage, de s'associer un peu plus. On regarde les complémentarités qu'on peut avoir sur des programmes qui sont... L'Europe, c'est un partenaire pour vous? Oui. Et la nouvelle politique européenne qui est en continuité avec la précédente, mais qui est en forte augmentation de 50% sur les crédits, ce qu'on passerait de 67 hors Grande-Bretagne, donc post-Brexit, à plus de 100, il y a un progrès considérable. Vous travaillez souvent sur des projets européens? On travaille beaucoup et on va renforcer cette action-là aussi, parce que aujourd'hui, ça s'ouvre effectivement, il y a des programmes qui répondent très bien à nos propres thématiques. Donc on va renforcer cette voie-là, sachant que ces programmes restent des programmes, je dirais, qui permettent d'amorcer les choses. Et après, il y a évidemment toute cette phase d'exploitation, d'industrialisation qui doit être menée et couplée à d'autres programmes. Je reviens au premier point que vous avez souhaité voir abordé, qui est les relations entre un grand groupe et les startups. Ouais. C'est ce qu'on appelle, il me semble, la stratégie du bac à sable. Alors vous, le CEA, vous montrez l'exemple. Vous avez déjà... Alors, on montre l'exemple. En tout cas, on s'inscrit dans cette voie-là, puisque on a aujourd'hui un vivier important de partenariats avec des grands groupes, et l'idée est de faire vivre ces partenariats. Et aussi ce que l'on remarque, c'est que souvent l'exploitation de nos résultats générés via ces partenariats n'est pas optimum, parce qu'il manque un acteur qui puisse faire le relais entre la mission du CEA et puis l'activité de l'entreprise. Je m'explique, par exemple, on a des résultats qui nécessairement, donc j'insiste toujours là-dessus, ont besoin d'être industrialisés. On ne va pas développer des résultats qui sont immédiatement exploitables, pas nécessairement. On a également besoin d'un tiers pour fabriquer, pour assurer des services connexes, par exemple en matière de logiciels, tout ce qui est maintenance et autres services associés. Et là, la start-up peut utilement trouver sa place. Donc, par les startups que l'on a créées et puis aussi des porteurs extérieurs qui viennent, qui sont intéressés par nos technologies, on essaie de mettre en synergie donc la start-up et puis le grand groupe. Eh bien, Madame Hubert Sainteau, merci. Merci à vous.